Nous l'avons tous remarqué, la saison fraîche ces derniers mois a été plus chaude que d'habitude. La sécheresse commence déjà à se faire sentir. Quels sont les impacts de ces phénomènes météo sur notre quotidien et comment nous préparer à cette saison qui arrive? Ça vous parle? Bonsoir et bienvenue. Météo France Nouvelle-Calédonie l'a annoncé la semaine dernière, les températures sont plus élevées que la normale depuis le mois de juin et la tendance devrait se maintenir pour la saison chaude qui commence à peine. Un phénomène La Niña est imminent, alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous? À quoi devons-nous nous attendre pour les mois à venir, avec une saison des feux qui a commencé très fort, notamment dans le nord-ouest, particulièrement touché par la sécheresse et les vents constants? Comment nous préparons-nous à ce phénomène climatique et aux conséquences sur notre environnement et notre quotidien? Pour en parler, je reçois ce soir Thomas Abinoun, climatologue à Météo France Nouvelle-Calédonie, et lieutenant Manon Brasseur, chef du service des opérations et de la gestion de crise à la sécurité civile. Bonsoir et merci à tous les deux d'être là. Et enfin, Anne Lataste de L'Œil nous rejoindra pour sa chronique Ça vous regarde. Avec elle, nous évoquerons quelques chiffres concernant la saison des feux qui a démarré le 15 septembre. Thomas Abinoun, nous sortons d'une saison fraîche qui n'a de fraîche que le nom, apparemment, c'est ça. On atteint des records de température au mois d'août, par exemple. Alors, des records, on en a atteint ponctuellement, hein. Mhm. Sur le temps d'un week-end, effectivement, qui avait été très chaud au mois d'août, 17, où 19. exactement, le week-end du 17 et 19, on se rappelle, on avait vraiment l'impression d'être En en été, été. oui. Et donc là, on avait battu des records sur un certain nombre de stations sur l'ensemble du territoire. On a d'ailleurs encore battu un record au cours d'hier et d'avant-hier à Népouy, un record de chaleur. Donc c'est dire qu'il fait plus chaud que d'habitude, régulièrement plus chaud. Mais surtout, ce qu'on a mesuré, c'est que au cours des 4 derniers mois, Mhm. en moyenne, hein, en température nocturne, température diurne, eh bien, on se situe à 1 degré au-dessus des valeurs de saison. Et du côté des précipitations, le déficit est très marqué. On a aussi atteint des records de sécheresse dans la région nord-ouest notamment. Alors oui, et effectivement, ça fait depuis 6 mois qu'on est en déficit de pluie sur l'ensemble du pays, ou presque, Mhm. à l'exception du mois de juillet qui avait été plus arrosé, hein. Mhm. Mais sur ces 6 mois passés, là, depuis avril, donc, on enregistre un déficit à l'échelle pays de 40%, ce qui est conséquent, et plus particulièrement sur le nord-ouest, où on atteint des déficits de l'ordre de 50% en 6 mois. Et là, on a eu un épisode de pluie là, entre la nuit d'avant-hier à hier et Hier, puis oui. hier. Mhm. Et malheureusement, ces pluies elles ont touché principalement le sud-est, les Loyautés, mais il n'y a quasiment eu aucune goutte sur le nord-ouest, alors que c'est là que la sécheresse sévit le plus depuis plusieurs mois. Et ça a donné justement un risque feu très élevé en septembre. Comment la saison des feux a-t-elle démarré? Anne Lataste nous en parle dans sa chronique Ça vous regarde. Bonjour Anne. Bonjour Chloé. Alors aujourd'hui est un grand jour puisque tu nous as préparé une chronique ça vous regarde en lien avec le sujet de l'émission. Et oui, comme quoi tout arrive, Chloé. J'étais partie sur ma lancée d'aller prendre des beaux exemples de coopération interespèces dans la nature. Et puis patatras, la pluie s'est arrêtée, les incendies ont repris. Donc bien obligée de vous faire un point chiffré sur ce phénomène qui semble inarrêtable. Inarrêtable alors que c'est l'homme qui est à l'origine des feux, on le sait. Exactement, c'est 99% des incendies qui sont d'origine humaine, c'est ce qu'on a coutume de dire. Pour le prouver, nous faisons l'exercice à l'œil de mesurer la distance entre les feux et les infrastructures humaines par notre système Vulcain, donc bâtiments, routes, pistes. Et 87% sont à moins de 500 mètres de ces infrastructures. Quant à la foudre, parce qu'on nous oppose souvent cet argument, nous avons croisé 20 ans de données d'impact de foudre avec les données statistiques d'implantation des départs de feu, et la corrélation statistique est nulle, zéro, walou. Donc c'est pour ça que sur la carte que vous voyez à l'écran, les régions épargnées sont celles qui sont exemptes de présence humaine, en fait. Par exemple, la côte oubliée. Et quel bilan provisoire peut-on dresser sur l'année en cours, justement? Alors, un bilan déjà trop lourd. Ce matin, notre application Vulcain a affiché 448 détections d'incendie depuis le début de l'année. C'est 65% uniquement depuis début août. La majorité, comme toujours, en province nord, et où pas moins de 160 détections ont été comptabilisées rien que sur le mois de septembre. Et en tout, ces incendies, ils ont détruit pour l'instant plus de 17 000 hectares dans le pays depuis le début de l'année. C'est 25 000 terrains de foot, ce qui ne veut plus rien dire dans l'esprit humain aujourd'hui. Donc c'est à peu près un carré de 13 km de côté.
Il faut bien se rendre compte du coup de l'immensité que ça représente en taille, en perte de biodiversité engendrée et puis la menace que ça pèse sur la ressource en eau. Ah oui, parce que parmi les conséquences des incendies, il y a aussi la dégradation de l'accès à l'eau. Exactement, et c'est même peut-être notre premier souci aujourd'hui, c'est que la végétation, nos forêts, jouent un rôle d'éponge. Quand elles sont en bon état de santé, elles stockent l'eau des pluies, l'aident à s'infiltrer dans les sols et la restituent ensuite bien propre dans les cours d'eau, même en période sèche. Donc détruire la végétation, c'est détruire nos châteaux d'eau. Et ça a déjà commencé, et rien que cette année, on a 10% des incendies qui ont été détectés sur des périmètres de protection des eaux. Et 34 de ces périmètres ont été touchés depuis le début de l'année. Donc pour garantir à nos enfants, nos petits-enfants, les générations futures de manière générale, un accès à l'eau en quantité comme en qualité, nos meilleurs alliés, en fait, ce sont les forêts, c'est la végétation. Il faut les préserver et il faut même aller plus loin, il faut les aider à s'étendre. Ouais, donc pour résumer, ça ne tient qu'à nous. Oui, sur cette question-là, absolument. Merci Anne. Manon Brasseur, une saison des feux qui a démarré fort. Comment est-ce que ça s'est traduit pour vous sur le terrain? En effet, c'est une saison qui a démarré fort au mois de septembre, donc énormément de sollicitations opérationnelles, une implication et un engagement de nos équipes en tout temps et en toute heure, surtout sur le nord de la Calédonie. Donc de très fortes sollicitations qui ont mobilisé l'ensemble des sapeurs-pompiers et à la fois de la DSCGR sur les opérations. Oui, et l'alerte sécheresse a également été déclenchée le 20 septembre dernier en province Nord. Je vous propose d'écouter Arnaud Banfi, directeur du syndicat intercommunal à vocation multiple eau et déchets de Vaud, Connay et Pointe-Boute. La situation est alarmante, donc le comité a décidé de passer à une phase d'alerte sécheresse et pénurie d'eau. Ce stade d'alerte sécheresse engendre un arrêté de chaque commune, un arrêté de restriction des usages de l'eau. Et notamment tous les usages non essentiels de l'eau potable sont interdits à partir d'aujourd'hui. Donc il est interdit d'arroser les jardins et les pelouses, il est interdit de remplir sa piscine, il est interdit de nettoyer sa voiture, son bateau, sa terrasse à grandes eaux. Il est demandé à chacun de réduire ses consommations et de réparer notamment les fuites qu'il pourrait y avoir après compteur. Si la situation ne s'améliore pas et que les réserves en eau continuent de diminuer, on pourra passer au stade d'après qui est le stade de la crise. Et au stade de crise, donc les restrictions sont les mêmes, sauf qu'il pourra y avoir des coupures d'eau en raison du manque d'eau. Voilà une situation alarmante, nous indique Arnaud Banfi. Quelles conséquences, Manon Brasseur, cette pénurie d'eau en début de saison chaude a sur les missions de la sécurité civile avec les pompiers qui sont justement en première ligne des incendies? Il faut comprendre que pour éteindre un incendie, il faut bien entendu de l'eau. Donc, qui dit pénurie dit accès à l'eau difficile pour nos moyens de secours. Donc, ça nous amène aussi à réfléchir et à mettre en place un nouveau dispositif ou du moins à apporter des moyens supplémentaires sur les différents secteurs. Donc, nous, ça nous demande une certaine réorganisation, une adaptation et puis surtout des réunions un petit peu aussi interservices avec toutes les collectivités et les partenaires pour savoir comment faire face à cette pénurie d'eau de manière très intelligente. C'est-à-dire, parce que là, vous utilisez quelle eau pour intervenir, pour éteindre les feux en général? Alors, on utilise des points d'eau naturels ou artificiels que l'on identifie. Donc, ça peut être des poteaux incendies ou même des rivières. Donc, forcément, qui dit sécheresse et pénurie d'eau, accès aux rivières difficiles. Et puis, même, on utilise souvent le réseau d'eau potable aussi des communes. Et bien souvent, on est limité dans l'utilisation. Thomas Abinoun, le mois d'octobre devrait être un mois de transition vers un retour de la Niña en fin d'année. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que la météo nous réserve concrètement? Alors, ce qu'on attend, donc, c'est qu'effectivement la Niña revienne durant l'été austral. A priori, la Niña devrait commencer à se faire ressentir au mois de novembre. C'est-à-dire qu'on voit dans les prévisions climatiques un signal fort de retour des pluies à l'échelle régionale. Donc ça, c'est important de le dire. À l'échelle régionale, ça veut dire qu'il touche le Pacifique Sud-Ouest. Ça ne veut pas dire que ce sera sur la Calédonie. Mais en tout cas, on a une plus grande probabilité de voir revenir les pluies en Calédonie à partir du mois de novembre. Voilà. Et d'ici là, donc là, on sort de mois qui ont été exceptionnellement secs, et on l'a dit tout à l'heure. Dans le courant du mois d'octobre, pour l'instant, on a peu de signal. Donc, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Est-ce qu'on va être encore sous l'influence de la sécheresse? Est-ce qu'on va commencer à revoir apparaître les premières pluies?
Ça, on pourra le dire qu'à la fin du mois d'octobre, Et malheureusement. Mais voilà, en tout cas, dès novembre, on a un bon espoir d'avoir un retour des pluies, ce qui est pas mal, puisque habituellement, la saison sèche dure jusqu'à novembre inclus. Donc là, on a une saison sèche qui a démarré très précocement, mais on s'attend aussi à ce qu'elle se termine plus tôt que d'habitude. Et c'est possible de savoir combien de temps ça pourrait durer si dès novembre on voit l'apparition de pluie et surtout à quelle intensité ça va être? Alors cet épisode La Niña, oui, on peut estimer son intensité et sa durée. C'est le travail des modèles de prévision climatique. Alors ce qu'on voit, c'est que l'épisode qui va venir cette année, il devrait être assez court et peu intense. Assez court, ça veut dire qu'il devrait se terminer aux alentours de mars environ. Et peu intense, c'est-à-dire qu'il ne ressemblera pas à la Niña qu'on a connue entre 2020 et 2023, Oui. où on avait eu des pluies diluviennes. Donc là, a priori, je dis bien a priori, on devrait avoir des pluies donc excédentaires, mais plus modérées que ce qu'on avait eu au cours du dernier épisode de La Niña. Lieutenant Manon Brasseur, ça reste une bonne nouvelle, du coup, ces pluies pour la saison des feux. Alors ça reste une bonne nouvelle parce qu'elles sont effectivement annoncées sur le territoire, mais il faut aussi s'attendre à encore une forte sollicitation de nos acteurs de secours sur le terrain sur les mois à venir. Donc il faut rester mobilisé, il faut rester vigilant et il faut surtout appeler la population à être vigilant sur les départs de feu. Et comment la sécurité civile collabore avec Météo France NC, justement, spécialement dans cette période estivale? Alors nous, la collaboration, elle est très simple. On a, dans le cadre de la partie feu de forêt, une collaboration via des cartes Prévi-Feu. Donc ça nous permet en fait justement d'évaluer le risque feu de forêt sur le territoire. Et donc tous les jours, on reçoit cette vigilance-là. Et aussi là, au vu des conditions de cette année, on essaye d'avoir une prévision à la semaine pour pouvoir faire de l'anticipation justement sur les différents secteurs du territoire pour apporter la meilleure réponse possible et surtout faire de la prévention. Donc ça, c'est en ce qui concerne le risque feu. Thomas Abinou, vous vouliez rajouter quelque chose? Voilà, Manon a dit l'essentiel. Après, c'est vrai que ça, c'est une habitude aussi qu'on a chaque début de saison sèche. On fournit à la sécurité civile une prévision saisonnière pour indiquer à peu près vers quoi on se dirige et donc permettre à la sécurité civile de mieux se préparer à l'entrée dans la saison sèche. Et justement, quels sont les moyens qui sont mobilisés sur le terrain? Alors aujourd'hui, on a effectivement l'ensemble sur la lutte contre les incendies, l'ensemble des acteurs de secours qui participent dans les communes et la sécurité civile via ces 2 centres d'intervention a renforcé son effectif justement pour venir en soutien des pompiers communaux pour la lutte contre les feux qui peuvent être de forte intensité parfois. Et est-ce qu'il y a du renfort matériel aussi qui est prévu ou qui a été mis en place? Alors du renfort matériel, pas forcément, parce qu'on est quand même doté d'une ressource en moyens matériels conséquente. On a eu le renfort et on a toujours le renfort des renforts nationaux, formation militaire qu'on appelle les FORMISC et aussi appellation sapeurs-sauveteurs, qui ont renforcé justement nos effectifs pour la ressource humaine, à la fois dans le sud comme dans le nord, justement pour faire face à la lutte contre les feux. C'est le renfort qui est arrivé en janvier, c'est ça? Qui est arrivé en province nord? C'est l'équivalent des renforts qui sont arrivés effectivement en janvier. Là, ils sont dans le cadre des événements qui sont passés. On a une ressource humaine qui était disponible, donc on a fait une demande justement pour renforcer nos moyens humains en interne. La fin d'année, c'est aussi le début de la saison cyclonique. Est-ce que la Niña influe sur ces phénomènes météo? Alors, elle influe, oui. Il y a 2 manières d'y répondre. Soit on regarde ce qui s'est passé au cours des précédentes années et on regarde comment se comportent les cyclones pendant les épisodes de la Niña. Donc ça, c'est la première manière de faire. Et quand on opère comme ça, on se rend compte que pendant les épisodes La Niña, donc les cyclones se forment plus près de la Calédonie que pendant les épisodes El Niño, par exemple. On se rend compte qu'ils sont un petit peu plus nombreux aussi, mais qui sont moins intenses et plus pluvieux. Alors, ça, c'est ce que nous montrent les observations du passé, mais en même temps, on n'a pas des centaines d'observations dans le passé, puisque des épisodes de la Niña, il en survient un à peu près tous les 2-3 ans. Donc si on remonte, même si on remonte sur 50, 70 ans, ça fait peu d'événements.
Et c'est la deuxième manière donc d'aborder la question, c'est en essayant de tirer des règles statistiques générales. Mais là, on ne peut pas en tirer du fait de trop peu de données. Donc, ce que j'ai dit sur les cyclones en situation de La Niña, ça vaut pour le passé, mais on ne peut pas garantir que ce soit une règle vraie dans l'absolu, quoi. Puisque l'année dernière, ça a été plutôt calme. Et là, du coup, Alors à après, quoi est-ce qu'on peut s'attendre? ce qui est surtout important à retenir, hein, et puis à avoir en tête quand on rentre dans la saison cyclonique, c'est qu'on soit en Niño, en Niña ou en neutre, tous les ans de toute façon, on est confronté à des phénomènes cycloniques, hein, en moyenne 4 à 5 par an, quelle que soit l'influence climatique. Et donc de toute façon, le risque, il est là, il est toujours là. Et après, même s'il est un peu nuancé d'une année à l'autre, on ne peut pas se dire, bon, ben, chic, c'est la Niña ou chic, c'est el Niño, donc on va être épargné. Non, Oui, il y en a toujours et chaque année, quoi. Alors, depuis peu, il existe des associations agréées de sécurité civile. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? De quel genre d'association s'agit-il et pour quel type d'opération? Alors, c'est des associations effectivement qui sont agréées de type E, qui permettent la sensibilisation, l'information et la prévention sur l'ensemble des risques que l'on peut retrouver sur le territoire et notamment les risques majeurs. Donc, on y inclut les risques naturels. Donc, c'est un dispositif qui nous permet justement en amont des différentes saisons qu'on peut retrouver, que ce soit les feux ou les cyclones, d'aller à la rencontre de la population, d'essayer de faire des actions de prévention, de sensibilisation et puis renforcer nous aussi nos actions sur le terrain. Et donc ces associations, elles sont formées, elles sont équipées? Comment ça se passe? Alors oui, après chaque association sont formées et reçoivent les messages transmis par la sécurité civile, justement, notamment en matière de prévention des risques. Et puis derrière, formées forcément pour aller au contact de la population, mais disposent de moyens qui sont limités effectivement dans leur champ d'action. C'est principalement du coup de la sensibilisation ou il y a aussi des interventions de... Alors elles peuvent participer dans certains cas effectivement aux actions que les sapeurs-pompiers peuvent faire, notamment sur de la partie pourquoi pas logistique. Ça c'est des actions qui peuvent être menées, mais on n'est pas au contact du risque à proprement parler, comme la lutte contre les feux, c'est pas dans leur action première. Ils ne remplacent pas les pompiers. Ils ne remplacent pas les pompiers. Oui. Ces associations travaillent également à prévenir le déclenchement des feux. L'ONG Conservation International, par exemple, a planté des pare-feux végétaux. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est effectivement de la végétation permettant de ralentir la propagation d'incendie ou de la diminuer sur les différents secteurs. J'ai vu ça s'appelle des espèces pyro-retardantes, donc, comme le bourraou, par exemple, qui a été planté notamment par cette ONG et puis d'autres associations comme Calédo Clean ou Red Ground ou Dambéa Rivière Vivante. Ça s'est passé donc à la coulée pour protéger les captages d'eau. Est-ce qu'il existe d'autres moyens innovants pour justement prévenir ou limiter en tout cas le risque incendie? En tout cas, ces initiatives ont été faites apparemment suite à des observations des populations locales qui avaient remarqué qu'il y avait des espèces qui résistaient mieux en tout cas aux incendies. Alors nous, dans nos actions, on va parler purement actions opérationnelles. En effet, on a des drones qui sont mis en œuvre justement pour permettre une vue aérienne à la fois pour limiter et pour protéger l'environnement ou les secteurs impactés. Oui. Donc ça, c'est une de nos actions aussi sur la partie opérationnelle. Après, c'est vrai que les associations développent d'autres dispositifs pour lutter contre les feux de forêt. En complément. Alors, on l'a dit, hein, quasiment tous les feux sont déclenchés par l'homme, hein, que ce soit intentionnel ou non. Est-ce qu'on peut rappeler rapidement les consignes à respecter impérativement en cette saison des feux? Alors, à l'approche de la saison des feux, il est important de pouvoir nettoyer aux abords de sa maison. Donc, en général, on demande de débrousser sur 50 mètres autour de sa maison. Ça permet à la fois de limiter l'impact vers l'habitation, de faciliter l'accès des sapeurs-pompiers. Donc ça, c'est les actions principales en avance de phase. Et puis après, c'est suivant le risque encouru sur les secteurs. Quand on est en risque extrême, on interdit tout usage du feu non domestique. Donc quand on débrousse, on ne brûle pas son tas de feuilles qui a été débroussé. Effectivement, l'écobuage est interdit, surtout en saison estivale des feux de forêt. Thomas Abinoun, cette hausse des températures par rapport au normal de saison,
La sécheresse qui arrive plus tôt, les incendies, est-ce que tout ça, c'est dû au réchauffement climatique aussi? Alors, il y a d'abord une part de variabilité interannuelle, on va dire, c'est-à-dire que d'une année à une autre, on a des signaux climatiques qui peuvent modifier le comportement de la saison sèche. Ça, c'est pas le changement climatique. Mais on a par-dessus tout ça, par-dessus cette variabilité d'une année à l'autre, on a la marque du signal du réchauffement climatique. Donc le réchauffement climatique, il se mesure très bien. Des projections sont réalisées pour savoir vers quoi on va. Ce qu'on sait, c'est qu'en Calédonie, donc, concernant les températures, la température a augmenté de plus 1,3 degré en 50 ans. Donc ça, ce sont nos mesures qui nous l'indiquent, des mesures qui sont dites homogénéisées, c'est-à-dire qu'on retravaille les données d'il y a 50 ans pour être sûr qu'elles soient comparables aux données d'aujourd'hui et que ce ne soient pas des défauts d'instruments qui nous fassent enregistrer ce signal. Donc ça, on a un signal qui est démontré, qui est fort sur les températures. Concernant les pluies, par contre, on n'a pas vraiment de signal d'évolution pour l'instant, si ce n'est pour les mois de juin, juillet, où on commence à voir un assèchement sur la région sud-ouest de la Nouvelle-Calédonie. Donc, à part ça, on n'a pas de signal pour l'instant d'évolution des pluies au cours des décennies passées. Mais si on se projette dans l'avenir, et donc là, on peut utiliser dans un premier temps les travaux du GIEC. Travaux du GIEC qui fournissent des projections climatiques à l'échelle planétaire, donc avec une résolution qui est assez grossière, de l'ordre de 200-250 km. C'est très imprécis et pas de chance pour nous, dans la région Pacifique Sud-Ouest, ces projections pour les pluies sont vraiment pas bonnes. Donc c'est-à-dire, et elles sont communiquées comme ça par le GIEC, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas fiables pour notre région du monde. Donc on est capable de dire que les températures vont continuer à augmenter de manière certaine pour notre région en Calédonie, que les vagues de chaleur vont continuer à augmenter. Mais par contre, pour les pluies, on sait que le comportement des pluies va être modifié, mais on n'est pas capable de le quantifier. Donc ça, le GIEC le dit très clairement aussi, c'est-à-dire qu'on s'attend à avoir un renforcement des extrêmes, c'est-à-dire des pluies fortes qui seront toujours plus fortes et des sécheresses qui seront, elles, toujours plus intenses. Maintenant, le défi, c'est à quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans les années à venir, et pour chaque région de la Calédonie, puisque le comportement des pluies... Et de manière plus précise, oui, c'est ça. Voilà, le comportement des pluies sur la côte ouest, sur la côte est, au Loyauté, au nord ou au sud, ne sera pas le même. Et pour ça, donc, il y a ce projet de recherche, le projet CLIPSA, qui est engagé depuis 3 ans déjà, qui vise à faire ce qu'on appelle de la descente d'échelle, c'est-à-dire à fournir des projections climatiques à haute résolution, à une résolution de 2,5 km, et qui permettra, donc, suivant différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, de savoir vers quel comportement des pluies on se dirige entre aujourd'hui et 2100 en Calédonie pour chaque région de la Calédonie. Mais ça, ce projet, il a été démarré il y a quelques années, en 2021, c'est ça ? Et aujourd'hui, justement, est-ce qu'on est capable d'avoir déjà un début de projection et de savoir qu'est-ce qui nous attend à l'horizon 2050, par exemple? Alors non, on n'est pas encore capable parce que c'est un long travail. Pourquoi c'est un long travail? Parce que pour passer de projection à 250 km jusqu'à des projections à 2,5 km, il faut le faire par étapes. Et la première étape qui vient d'être réalisée, là, qui s'achève en ce moment, c'est de faire une descente d'échelle à une résolution de l'ordre de 50 km, je crois, 50-70 km, donc qui permet déjà de dégrossir un peu le signal. Ça, c'était un gros travail. Et maintenant que ce travail est réalisé, donc on ne peut toujours pas savoir à haute résolution ce qui va se passer. Mais par contre, la deuxième étape de modélisation, de descente d'échelle, va être beaucoup plus rapide et on espère avoir les résultats courant 2025. D'accord, très bien. On arrive déjà au terme de cette émission. Pour faire écho à la lutte contre le réchauffement climatique, Calédonia vous propose de découvrir lundi prochain un documentaire, L'arbre qui cache la forêt, les défis de la reforestation. Ce sera à 19h55. Merci beaucoup, lieutenant Manon Brasseur, chef du service des opérations et de la gestion de crise à la sécurité civile, et Thomas Abinoun, climatologue à Météo France Nouvelle-Calédonie, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis bon courage pour les opérations qui vous attendent. Et puis merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous sur notre site www.caledonia.nc pour revoir cette émission. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Calédonia.